Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'acheter un jeu, voilà, tu sais que tu le veux, tu le vois, tu te dis celui-ci, je le veux, à un moment donné je vais l'acheter, tout en sachant qu'il sortira très peu. Eh bien, c'est un peu le sujet de cette vidéo, parce que dans cette vidéo, je vais te parler de tous ces jeux que j'ai achetés, que j'adore, j'ai testé au moins une fois, qui ont ce petit truc qui fait que je n'ai absolument pas envie de m'en séparer, mais qui pourtant sortent très peu. Avant de démarrer, je t'invite donc à t'abonner, à liker cette vidéo, et on commence maintenant. Commence tout d'abord par un auteur que j'apprécie, en tout cas dans ce qu'il propose, on le reverra dans cette vidéo, on va parler de Root. Root, c'est un jeu fortement asymétrique pour 1 à 4 joueurs. Alors je l'ai testé en solo, j'ai pas apprécié, et je l'ai testé à 2 joueurs, pas trop non plus. C'est vraiment à partir de 3, mais j'ai surtout joué à 4 joueurs, c'est vraiment là que je me suis plus éclaté. Donc c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, dans lequel on va incarner donc des peuples, voilà, dans une espèce de grande bataille dans la forêt, mais tous ces peuples jouent de manière radicalement différente. Vous avez une marquise de chat qui, elle, va être très implantée dans les différents territoires et avoir des bâtiments sur lesquels elle va pouvoir compter pour produire du bois, etc. Vous allez avoir la dynastie de la canopée qui, elle, arrive sur un perchoir qui est dans un coin du plateau et qui va tenter de se disperser et de prendre des territoires à la marquise de chat au gré de son évolution. Vous allez avoir le peuple de la forêt qui, eux, vont tenter d'avoir suffisamment de sympathisants pour pouvoir créer une révolte et donc faire apparaître leurs unités qui sont plus fortes que les autres, bref. Et vous avez également le vagabond qui lui joue en marge de tout ça, puisqu'il se déplace un petit peu comme il veut, il est tout seul, et son but à lui va être de récupérer des petits objets et de faire des petits échanges afin d'améliorer ses relations avec les différents joueurs et obtenir des points de victoire de la sorte, parce que le but, il est bien là, c'est d'obtenir le plus de points de victoire à la fin de la partie. Vraiment, ce qui m'a séduit dans Root, en plus de sa direction artistique que je trouve fabuleuse, c'est vraiment cette notion d'asymétrie très forte. C'est quelque chose qui m'a fait découvrir l'asymétrie très forte, et c'est quelque chose que j'adore vraiment. Je trouve qu'il y a une vraie notion d'incarnation du rôle, finalement, lorsque l'on joue à Root ou lorsque l'on joue à ce type de jeu-là. Donc on a Root, on a des jeux comme Hégémonie, par exemple, qui proposent donc cette dimension très forte d'asymétrie qui clairement me parle beaucoup. On a un jeu qui va vous proposer de jouer de manière différente avec les cartes que par contre tout le monde utilise. C'est-à-dire que vous allez pouvoir les jouer de la manière classique pour l'effet qui se trouve dessus, mais par exemple la dynastie de la canopée, eux vont devoir les utiliser suivant un décret, il va les placer sur des actions et chaque carte a une couleur qui correspond à la couleur d'un territoire, et donc lorsqu'il va jouer son décret, il va être obligé de le faire à chaque tour, donc il y a du mouvement, il y a du combat, ce genre de choses-là, et bien il va devoir le faire dans ses territoires de couleurs s'il le peut, et s'il ne le peut pas, et bien dans ce cas-là, il passe en crise et il perd son dirigeant, il perd un tour pour rien et il perd des points, et c'est pas ouf. Donc au fur et à mesure qu'il va progresser, il va jouer de plus en plus d'actions, mais il va falloir qu'il l'anticipe drôlement bien, parce que sinon, très rapidement, il va rentrer en crise et ça va être très pénalisant pour lui. À côté de ça, vous avez le peuple de la forêt qui, lui, va jouer ses cartes de telle manière à placer donc ses différents manifestants au gré de la forêt pour pouvoir en faire sortir des révoltes et donc avoir ses unités très fortes. Et à côté de ça, le vagabond, lui, va pouvoir échanger ses choses, bref. Il y a vraiment un panel très intéressant autour de Root, et c'est un jeu que je sors très peu, c'est vraiment sur des périodes très courtes finalement, parce que c'est un jeu qui demande un investissement quand même conséquent vis-à-vis des nouveaux joueurs, c'est-à-dire qu'il faut vraiment connaître les rôles de tout le monde, tant il y a de l'interaction, c'est quelque chose qui nécessairement va prendre du temps, ça va prendre beaucoup de temps de le sortir, de l'expliquer à des nouveaux joueurs, et en tant qu'ancien joueur, eh bien c'est vrai que pour le coup on joue à pas mal de choses, et forcément parfois Root ça passe un petit peu à côté, et c'est dommage, parce que c'est vraiment un jeu que je vais conserver tant je le trouve riche, tant je le trouve intéressant et original. Voilà pourquoi je conserve Root. J'enchaîne avec un jeu que je trouve grandement et injustement, enfin injustement ça tombe sous le sens, mais sous-estimé. Je vais vous parler de The Loop. Donc The Loop, c'est un jeu de Maxime Rambourg et Théo Rivière, qui est un jeu coopératif, un jeu de sauve qui peut, je dirais, voilà, c'est pas de la survie, le terrain il est tout le temps en mouvement, il se passe toujours des choses à la con, et il faut faire en sorte que ça n'empire pas, voilà grosso merdo comment ça se passe. Et c'est un jeu qui est formidablement illustré par Simon Caruso, qui vous propose une espèce de DA qui tourne autour d'un thème super nana, qui est vraiment très adapté, parce qu'on est sur une thématique de voyage dans le temps, qui est bien représentée avec ses superbes illustrations, un truc assez loufoque, vraiment très cool. Et donc l'idée, quelle est-elle? Eh bien c'est que vous avez le Docteur Fou qui est représenté par une machine, voilà, qui est une tour à cubes, qui est au centre du plateau, qui va tenter en gros de flinguer toutes les époques en créant des failles spatio-temporelles. Donc ils sont représentés par des cubes rouges que vous allez jeter et qui vont arriver donc dans les différentes époques, parce que le plateau il est rond, il représente plusieurs époques, vous avez l'Antiquité, vous avez je crois la Renaissance, l'industrialisation, la mondialisation, et l'idée
c'est que vous allez donc avoir un personnage avec un deck de départ, et vous allez jouer des cartes pendant votre tour qui vous donneront des actions, vous allez avoir la possibilité de vous déplacer également, et le but ça va être donc d'aller éliminer ces failles et de réaliser la mission que vous avez sélectionnée au début de la partie. Vous avez plusieurs missions, plusieurs manières de gagner une partie. La première finalement, c'est de réaliser 4 objectifs qui sont autour du plateau, objectifs qui sont présents si jamais il n'y a pas trop de failles. Et donc vous allez devoir réaliser ces objectifs. Et comment ça se passe? Vous allez vous déplacer d'époque en époque, très bien, vous allez jouer des cartes, vous allez les faire pivoter lorsque vous allez les jouer. Donc sur ces cartes, vous allez pouvoir éliminer des clones qui apparaissent à cause du Docteur Fou, vous allez pouvoir retirer des failles, placer de l'énergie, ce genre de choses-là. Mais la subtilité, c'est The Loop. Vous allez pouvoir looper. C'est-à-dire que vous allez pouvoir boucler vos effets. Et comment ça se passe? Eh bien, s'il y a de l'énergie là où vous vous trouvez, les cartes que vous avez couchées qui ont le même symbole, vous allez pouvoir dépenser en énergie pour toutes les redresser. Donc si vous avez sur 3 cartes jouées, vous en avez 2 qui ont le même symbole, hop, vous allez pouvoir les redresser et recommencer. Et ça, c'est une mécanique qui est très intéressante parce qu'on va anticiper notre consommation d'énergie. Donc de temps en temps, on va se déplacer pour consommer ici, hop, on redresse nos cartes, ce qui va nous permettre de nous replacer de l'énergie à un endroit et de se redéplacer pour reconsommer de l'énergie. Et ça, je trouve ça assez fabuleux. Autour de ça, vous avez une dimension deck building qui est très intéressante, avec vraiment cette thématique très loufoque des objets, voilà, du temps, du futur, du passé, mais qui sont très thématisés. Je trouve ça vraiment très cool. Et autour de ça, vous avez évidemment la tour principale dans laquelle vous allez lâcher des cubes rouges, qui sont les cubes de failles. Donc vous allez piocher une carte du deck du Docteur Fou qui va vous dire, bah voilà, le Docteur Fou, il arrive à cet endroit-là. Vous lâchez les cubes, sauf que bah, les failles, ils vont peut-être aller dans l'époque où se trouve le Docteur Fou en face de vous, mais ils vont peut-être aussi être dispersés à gauche ou à droite, ce qui est très intéressant. Ça donne une petite notion d'aléatoire qui va vous forcer à gérer un petit peu les territoires qui sont pleins de failles, et si jamais il y a trop de failles, eh bien on retire la tuile objectif qui est au-dessus pour mettre un vortex, et alors si vous finissez votre tour sur un vortex, eh bien la partie s'arrête. Voilà, donc ça, je trouve que c'est vraiment un jeu qui est sous-estimé, donc si vous avez l'occasion de le tester, ben, je vous invite fortement à le faire, et si jamais vous l'avez testé et que vous n'avez pas apprécié, eh bien je vous invite à glisser là-dessous le pourquoi du comment, parce que pour le coup, moi je trouve vraiment très cool. J'enchaîne avec un jeu d'exploration qui s'appelle le 7ème continent. 7ème continent, c'est un jeu que, alors je l'avais pris en Let's Pledge à l'époque, c'était mes tout débuts de Kickstarter, et donc ça a été pour moi une claque ludique, ce truc-là. Je sais que tout le monde ne l'a pas apprécié, donc c'est pareil, hein, si vous l'avez pas apprécié, n'hésitez pas à me le dire si vous l'avez apprécié aussi. Mais c'est un jeu dans lequel vous allez devoir lever une malédiction, vous allez prendre une malédiction qui va être votre objectif grosso merdo de la partie, et cette malédiction va vous dire où est-ce que vous commencez. Vous avez une carte terrain, vous avez une petite figurine ou un stand-by sur votre version, et vous allez devoir vous déplacer, vous allez pouvoir interagir avec les différents points numérotés qui se trouvent sur le plateau, qui vont vous envoyer sur des cartes qui sont dans votre ribambelle de cartes que vous avez triées. Hop, vous allez sortir la carte, qu'est-ce qui va se passer, etc. Vous allez pouvoir explorer, donc passer par des brouillards, sorte de brouillard de guerre façon jeu vidéo. Vous allez traverser un brouillard, ça va générer peut-être un événement, peut-être un truc cool, peut-être un ennemi, peut-être on sait pas. Et ensuite, vous allez donc progresser au gré de votre exploration de ce continent. Tout ça va être géré autour d'un système de deck de cartes, donc deck de cartes action, que vous allez devoir piocher lorsque vous allez réaliser des tests. Ces tests, donc, ils vont être induits par les différents points qui se trouvent sur le terrain. Donc sur le terrain, on va vous dire, bah voilà, il vous faut que vous piochez minimum tant de cartes et vous réalisez minimum tant de succès. Et donc les succès, comment ils sont générés? Bien, vous allez piocher les cartes, vous allez avoir des petites étoiles qui vont s'afficher sur le côté de la carte, parfois des moitiés, et en fonction du nombre de cartes que vous allez piocher, vous allez pouvoir les assembler pour voir combien de succès vous allez réaliser. Et si vous réalisez la bonne chose et le bon nombre, et bien hop, vous avez une partie succès, parfois vous faites juste pas l'action, bref, et des fois vous avez des actions qui simplement ne vous demandent pas de succès, mais qui vous permettront de piocher des cartes pour les ajouter dans votre main. Mais attention, parce que ce deck de cartes-là, c'est vraiment le centre névralgique du jeu, c'est-à-dire que si ce deck s'épuise, vous allez vous retrouver à devoir piocher dans la défausse, et si dans la défausse vous piochez des cartes malédiction, eh bien, quick, c'est terminé, vous perdez la totalité de la partie, et je dis la totalité parce que c'est un jeu qui va vous demander plusieurs sessions, jusqu'à 20 heures de jeu parfois, pour pouvoir aller au bout de cette malédiction. Et ça, je sais que ça a fait tiquer pas mal de monde. Donc moi, le conseil que je vous donne, c'est de jouer comme j'avais fait la première fois lorsque je me suis foiré, c'est vraiment la difficulté vous rebute, c'est de retirer les cartes roses là. Vous avez une carte malédiction principale et vous retirez les autres. Alors ok, c'est facile, on est d'accord. Mais ça vous permet d'explorer le jeu sans avoir à trop craindre le fait de vous retrouver, à zéro, tout en sachant quand même qu'il va falloir que vous preniez le temps de chasser pour reconstituer votre deck de cartes, voilà. Donc pour moi, 7ème continent, c'est vraiment un jeu unique, c'est un jeu à part, c'est de l'exploration à son paroxysme. Je trouve que c'est vraiment une proposition qui est très originale et qui est très intéressante. J'adore vraiment le poser, et même si pour le coup, encore une fois, le sujet de la vidéo, c'est que j'ai pas beaucoup joué, j'ai fait qu'une seule malédiction, mais le fait de le poser et de pouvoir me lancer dans une exploration, on commence à aller chercher les différents points, à voir un peu comment le terrain évolue, etc. Je trouve ça vraiment très gratifiant, très intéressant. Et voilà, donc 7ème continent, c'est encore l'un de ces jeux qui ne sortent jamais, mais que je ne vendrai jamais. J'enchaîne avec un autre jeu de Call World.
je vous ai parlé de Root tout à l'heure, maintenant je vais vous parler de celui que je considère comme peut-être mon jeu préféré auquel je ne joue jamais. Je vais vous parler de Pax Pamir. Pax Pamir, c'est un jeu qui se passe dans la période du grand jeu, donc qui est une période d'influence, de guerre d'influence entre les Britanniques, les Afghans et les Russes en territoire afghan. Et votre but donc dans Pax Pamir, ça va être de jouer de coalition afin d'obtenir le plus de points d'influence, de points de victoire et de l'emporter. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien dès le départ, vous allez sélectionner une coalition, vous êtes avec les Afghans, avec les Britanniques ou avec les Russes. Et à partir de là, vous allez devoir jouer donc 2 actions par tour, 2 actions payantes, c'est-à-dire qu'au départ, vous allez pouvoir acheter une carte dans une rivière de cartes, donc plus vous allez loin, plus vous allez devoir dépenser dessous, et vous allez pouvoir jouer une carte dans votre assemblée qui va correspondre donc finalement à votre pool d'actions. Sauf qu'au gré de votre avancée, eh bien vous allez jouer avec les différentes périodes. Vous avez une période politique, une période intelligence, une période économique et une période militaire. Et lorsque vous allez être dans une période qui correspond à la couleur de votre carte, eh bien vous allez pouvoir réaliser une action gratuite sur votre carte. Donc au gré du grossissement de votre assemblée, de la constitution de votre assemblée, vous allez avoir de plus en plus d'actions que vous allez pouvoir générer. Et parmi ces actions, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Eh bien vous allez pouvoir taxer des autres joueurs, vous allez récupérer de l'argent, vous allez pouvoir placer des unités donc de votre coalition sur un territoire où vous avez vous-même une tribu. Vous allez pouvoir donc récupérer des tribus, ce sont des cylindres que vous allez placer sur les territoires pour dire bah moi je gouverne ici, voilà, donc comme je gouverne ici, je peux placer des unités, je peux taxer, je peux faire ce genre de choses là. Vous allez pouvoir engager des combats, donc voilà, les combats que vous allez engager eh bien, vont éliminer simplement une unité adverse, il n'y a pas besoin de se poser trop de questions, ici on n'est pas sur du hasard. Et vous avez un jeu qui va jouer aussi sur votre influence et justement sur votre coalition, parce que votre coalition, vous n'allez pas forcément la conserver jusqu'à la fin de la partie, non. Parce que lorsque va arriver un contrôle de domination, qui est une carte qui va sortir dans la rivière, lorsque quelqu'un va l'acheter ou lorsqu'elle va se défausser par le biais du temps, et bien là on va compter simplement qui domine parmi les 3 entités, et donc à partir de là on va voir qui a la coalition correspondante. Et donc là il va falloir jouer d'influence, c'est-à-dire que si vous êtes plusieurs à avoir la coalition, et bien il va falloir avoir payé des cadeaux auprès de cette coalition qui est une autre action pour pouvoir avoir plus d'influence, avoir des récompenses qui sont liées à des cartes que vous avez trahies, grosso merdo, c'est des cartes sur lesquelles vous allez placer des espions et vous allez donc éliminer, que ce soit les vôtres ou que ce soit celles adverses, qui ont une récompense qui correspond donc à votre coalition, et vous allez avoir aussi des personnages qui sont des patriotes de votre coalition. Ouais, vous allez compter tous ces éléments-là pour voir qui a le plus d'influence et qui remporte donc le plus de points de victoire. Mais s'il y a une domination très forte, eh bien vous allez gagner plus de points que si la domination est plus faible, et ça va être distribué finalement de manière différente. Et le truc c'est qu'à la fin d'un contrôle de domination, si un joueur a 4 points de victoire de plus que tous les autres, la partie s'arrête net. Vous pouvez aller jusqu'au bout si vraiment il n'y a pas cet écart qui se crée, dans ce cas-là c'est celui qui aura le plus de points, mais ça veut dire simplement que le jeu va potentiellement être beaucoup plus court que si vous étiez allé jusqu'au bout. Ça tombe un peu sous le sens, mais voilà, vous avez un jeu qui est très riche, mais au-delà de ça, en plus de ça, je dirais même, vous avez un jeu qui est absolument magnifique. Vous avez, le plateau de jeu, c'est un tapis. Donc c'est un tapis, paraît-il, qui est fait en véritable tissu afghan. Voilà, faut le savoir. Les différents jetons que vous utilisez, ce sont des blocs en résine. Ça fait vraiment map de guerre que vous pouvez voir dans les films, dans les jeux vidéo. Et je trouve ça vraiment très intéressant. La DA est superbe. Les différentes cartes représentent donc des vrais personnages historiques, de vrais moments historiques qui sont donc avec du lore qui est indiqué dessus. Donc il y a vraiment une notion très intéressante culturellement parlant. Et vous avez un jeu donc fabuleux, je trouve vraiment fabuleux, mais malheureusement il sort pas souvent, parce que c'est un jeu que je préfère jouer à minima à 3. En solo, il est très compliqué à prendre en main, mais si vous avez la possibilité de faire, il est vraiment très riche. Mais il faut vraiment, voilà, faut s'investir très clairement. Donc voilà, concernant Pax Pamir, l'un de ces jeux, encore une fois, mon jeu préféré auquel je ne joue jamais. J'enchaîne avec un jeu, le premier jeu que j'ai eu de chez Mindclash, qui est Anachronie. Donc Anachronie, c'est, je vais pas vous en parler pendant 10 plombs, parce que ça fait vraiment très longtemps que je n'y ai pas joué, mais c'est un jeu qui va jouer encore sur le voyage dans le temps. Grosso merdo, bon, c'est post-apocalyptique, chacun vit dans sa petite caverne, parce qu'en gros, l'extérieur n'est plus habitable, mais vous avez la possibilité de rentrer dans des exosquelettes pour pouvoir aller explorer. Et c'est suivant cette mécanique que vous allez donc placer des ouvriers sur le plateau principal qui correspond au monde extérieur. Voilà, si je résume très clairement. Le but, ça va être donc de préparer son peuple à aller dans un espèce de vaisseau pour pouvoir s'échapper avant la fin du monde,
Et pour ça, eh bien, vous allez donc jouer de placement d'ouvriers. Vous avez différents types d'ouvriers que vous allez pouvoir placer sur différents types d'actions, avec des restrictions en fonction du type d'ouvrier que vous allez avoir. Si vous faites correspondre le bon ouvrier avec le bon emplacement, ben vous allez avoir des bonus supplémentaires. Il va falloir aussi avoir de l'énergie pour utiliser des exosquelettes. Ces exosquelettes, donc vous en avez un certain nombre, mais il faut avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir les envoyer. Si vous les envoyez, eh bien vous allez pouvoir les envoyer sur des emplacements spécifiques, donc du plateau extérieur, hein, qui sont des actions sur lesquelles vous allez vous battre avec les autres joueurs pour pouvoir les réaliser. Voilà. La mécanique, vraiment le twist, moi, qui m'a embarqué, c'est ce twist de voyage dans le temps. J'ai trouvé ça vraiment très cool thématiquement parlant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le round, vous allez, si jamais vous avez besoin de ressources, pouvoir aller piquer des ressources envers votre peuple, mais du futur. C'est-à-dire que vous allez dire, moi j'ai besoin d'eau, ok, donc vous prenez de l'eau, très bien, c'est votre futur, vous du futur, qui vous donnez de l'eau. Tout simplement. Et bien plus tard, il va falloir voyager dans le temps pour réaliser le geste inverse. C'est-à-dire que forcément, votre vous du passé, eh ben, il a demandé de l'eau, donc il faut que votre vous du futur, il lui en donne. Et vous êtes votre vous du futur, plus tard. T'as compris ou pas? Donc l'idée, c'est que tu voyages dans le temps pour aller placer, redonner cette ressource, et si tu le fais pas, eh ben, tu vas générer une anomalie qui va te faire perdre des points à la fin de la partie, et qui en plus va prendre des emplacements de construction. Voilà. Autour de ça, il y a beaucoup de choses à évoquer autour d'Anachronie, mais je trouve que c'est un jeu extrêmement thématique. Et je vais pas vous en dire plus que ça fait un bail que j'y ai pas joué, hein, c'est le sujet de la vidéo bien évidemment, mais néanmoins Anachronie c'est un de ces jeux que je ne vends pas parce qu'il m'a vraiment apporté des sensations d'immersion vraiment très intéressantes pour un jeu de placement d'ouvriers, et une thématique vraiment très forte et bien exploitée, voilà. Donc, Mage Knight, donc voilà, ce sera tout pour Anachronie. J'enchaîne avec Star Wars Rebellion. Star Wars Rebellion, c'est... voilà, je suis fan de Star Wars, je suis grand fan de Star Wars, et paraît-il que Star Wars Rebellion c'était le jeu qu'il ne fallait pas louper. Et j'y ai joué une seule et unique fois. Parce que j'ai un petit peu de mal à trouver le public pour pouvoir jouer à ça. Quoi qu'il en soit, Star Wars Rebellion, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu asymétrique dans lequel vous avez donc, à l'époque de la première trilogie, hein, vous avez l'Empire qui va affronter donc les rebelles. L'Empire, beaucoup de ressources, beaucoup de vaisseaux, de l'emprise sur plusieurs planètes, ils sont sur Coruscant, voilà, tout va bien pour eux en tout cas. Mais voilà, les rebelles, c'est un peu l'épine dans le pied, ils veulent déloger la base rebelle pour les éradiquer pour de bon. Ça sera leur but. À côté de ça, les rebelles, eux, vont jouer différemment, parce que les rebelles, donc, ont pas beaucoup de ressources, tu vois, ils démarrent timidement, par contre, ils ont une base, forcément, rebelle, qui est cachée. L'Empire ne sait pas où elle se trouve, seuls eux le savent, évidemment. Donc ils vont choisir au début de la partie, hop, on va cacher la carte, et donc ce sera la base rebelle. Donc eux, leur but, ça va être de réaliser des actions de sabotage, des actions de rébellion qui sont symbolisées par des cartes, pour pouvoir réduire notamment la piste de temps, et donc réduire le temps restant pour l'Empire afin de trouver la base rebelle, parce que le but donc de l'Empire sera de déceler la base rebelle, et le but des rebelles, ce sera de survivre, bien évidemment. Et pour tout ça, vous allez utiliser donc des personnages qui sont les personnages donc forcément iconiques de la trilogie. Vous allez devoir les placer donc sur les planètes pour pouvoir réaliser des actions. En fonction du type de personnage, vous avez des différents types de ressources utilisables. Vous avez une piste de construction de vaisseaux donc qui est assez grande parce que vous avez des gros vaisseaux qui prennent plus de temps, etc. L'Empire va pouvoir donc prendre possession de certaines planètes pour tirer des ressources, mais les rebelles aussi vont pouvoir faire la même chose de manière plus pacifique. Ces ressources vont leur permettre de construire aussi des vaisseaux, voilà. Et vous avez donc des cartes aussi, vous allez pouvoir utiliser tout ça. Je vais pas m'étendre dessus, parce que je vous dis, je n'y ai joué qu'une seule fois, mais néanmoins, j'ai une excellente sensation autour de ce Star Wars Rebellion, parce que j'ai vraiment cette sensation, encore une fois, d'asymétrie très forte, qui me plaît beaucoup, avec cette notion aussi de base cachée, qui est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Donc Star Wars Rebellion, ça fait partie de ces jeux auxquels j'ai vraiment très peu joué, mais qui vraiment coche beaucoup de cases dans ce que j'aime. Il suffit juste que je trouve le bon joueur en face de moi, qui a bien envie de se décortiquer pendant 3-4 heures à se foutre sur la tronche dans l'espace. Et je termine, oui je termine, je vais terminer là, avec une référence, pour certains d'entre vous, une référence solo. Voilà, une référence solo, mais c'est pas un jeu solo, enfin pas que, mais voilà. Je m'éparpille, je vais vous parler de Mage Knight. Mage Knight du grand monsieur Vladash Vatil, qui est l'un des auteurs, si ce n'est l'auteur le plus polyvalent qui existe dans le terme du jeu de société moderne. Donc Mage Knight, on en entend beaucoup parler en solo, il se joue à plusieurs, mais je vois très rarement des posts le concernant à plusieurs, des posts, des publications, quoi que ce soit. C'est vraiment en solo, j'ai l'impression qu'il a pris son envol, et enfin j'ai même pas l'impression, c'est une réalité en fait, il suffit d'aller checker les groupes solo. Mage Knight, ça fait un bail qu'il est sorti, je sais plus quelle année, et il est toujours là. Donc qu'est-ce que c'est que Mage Knight? C'est un jeu sur un thème héroïque fantasy dans lequel vous allez incarner un personnage dans un monde procédural. Monde procédural, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous allez atterrir à un point de spawn, donc grosso merdo, donc un point d'apparition, ça ce sera toujours le même, mais par contre le monde va être pioché différemment au hasard en fonction de ce que vous allez faire.
votre but va être induit par la mission que vous allez sélectionner. Donc la mission principale, celle que j'ai faite, c'est celle de, je crois, détruire 2 cités. Je crois que c'est ça. Mais forcément, la richesse du jeu va dans son exploration, dans ce que vous allez pouvoir découvrir et dans ce que vous allez faire du monde. Parce que vous allez pouvoir rencontrer des villages, dans les villages vous avez des orques que vous allez pouvoir tenter de vaincre, vous allez rencontrer des châteaux forts, donc c'est pas des châteaux forts d'ailleurs, c'est des forts je crois, et vous allez pouvoir voir des tours de mages, des genres de choses là. Les tours de mages vous permettront d'avoir des cartes de pouvoir magique que vous allez pouvoir utiliser, vous allez pouvoir recruter des unités, et donc ce système de cartes, vous allez l'utiliser, vous avez 2 actions, une action simple, une action améliorée. L'amélioration se fait par le biais de ressources, donc qui sont des ressources élémentaires que vous allez pouvoir, donc vous allez lancer les dés, ça va vous donner un pool de ressources élémentaires pour la manche, suivant un cycle jour-nuit qui est très bien amené dans le sens où à chaque début de manche vous avez 6 cartes et parmi ces 6 cartes ça vous donnera l'ordre du tour, donc c'est une carte que vous allez devoir sélectionner, ça vous donnera l'ordre du tour mais aussi le pouvoir que vous allez, dont vous allez bénéficier pendant toute la manche, et ça vous avez un pool de cartes jour et un pool de cartes nuit, et la nuit vous avez des progressions qui sont plus difficiles dans certains lieux contrairement au jour et vice versa, bref, vous avez quelque chose d'assez grandiose finalement dans Mage Knight, parce que on a vraiment cette sensation d'incarner un personnage qui démarre de pas grand chose avec son petit deck, et vous allez au gré de votre progression améliorer votre personnage et avoir ce sentiment de montée en puissance qui est très fort dans Mage Knight, vraiment façon jeu vidéo, je trouve ça vraiment tellement bien transposé. Et vous avez aussi une notion de gain d'expérience et de gain de niveau qui va faire progresser votre personnage, qui va vous permettre d'avoir de nouvelles compétences, bref, et vous avez donc un jeu qui est extrêmement complet. Je le mets dans ces jeux qui ne sortent jamais parce que ça fait longtemps il n'est pas sorti, parce que finalement, son point noir, si je puis dire, c'est que son livret de règles, il est assez indigeste, qu'on est vraiment sur les règles à la CGE, donc CGE qui étant la boîte d'édition de Vladash Vatil, c'est-à-dire que vous avez des petites lignes, tac, allez, essayez de lire ça, et ça c'est vraiment un truc dont je me souviens, la première fois que j'ai sorti, c'était vraiment à mes débuts, j'ai sorti ça, hop, parce que j'ai la version Ultimate, là, Ultimate Edition, et ce livret-là, il faut se le paner, hein. Faut avoir envie, il faut se motiver. Donc après, une fois qu'on a lu et qu'on a compris, voilà, tout va bien. Mais il faut s'y remettre. Et ça, c'est mon gros problème que j'ai avec Mage Knight. Je le vendrai pas, je le vendrai jamais. Faut jamais dire jamais, mais je le dis. Parce que quand je le sors, je m'éclate. Mais en fait, quand une grosse période de temps passe, j'oublie. Et j'ai joué à beaucoup de choses entre temps, et donc me réinvestir dans le livret de règles, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Il faut vraiment que je prenne le temps de le faire, voilà, mais je vais le refaire, c'est très clair. Je vais tenter de le proposer en multi, même si je sais que ce qui en ressort, c'est que c'est beaucoup trop long. Peu importe, j'ai presque envie de dire, on verra bien. Voilà concernant Mage Knight. Et ça sera tout les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc c'est un truc un petit peu spécial, hein, forcément de parler des jeux que je conserve mais que je ne vendrai jamais sans y jouer forcément beaucoup, c'est un concept assez particulier, mais néanmoins ça me fait plaisir de les sortir parce que c'est des jeux que je n'évoque jamais avec vous, et qui pour autant je les aime beaucoup, donc on parle beaucoup de nouveautés, on parle beaucoup de top, de machin, mais ces jeux-là qui ne sortent jamais, à mon sens, méritent d'être mis un peu plus en lumière, voilà. Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo, like, abonne-toi, on se retrouve sur le Ko-fi si tu as envie d'aider un petit peu la chaîne, n'hésite pas à le faire, sur le Discord aussi, hein, le lien sur le Discord est en dessous, si jamais tu veux interagir directement, c'est beaucoup plus simple forcément, voilà, donc on se retrouve très bientôt évidemment sur la chaîne Jean Carton.